C'est en octobre 1997 que Le Monde perdu de Steven Spielberg sort pour la première fois dans les salles obscures françaises. Et c'est d'ailleurs aussi la première fois que la saga Jurassic Park nous représente des stégosaures dans une illustration qui est toujours valide à l'heure actuelle. Et ça, pour Jurassic Park, c'est assez rare pour le souligner. Aujourd'hui, on va donc parler sans attendre des stégosaures, ces dinosaures caractérisés par des grandes plaques dorsales et quelques pointes sur la queue qu'on appelle d'ailleurs des tagomiseurs. Comme ça, si vous quittez la vidéo avant le générique, au moins vous aurez appris un truc. Ce mot a d'ailleurs été inventé par un illustrateur pour un dessin humoristique, et c'est que après que les scientifiques l'ont intégré dans leurs recherches à eux, en fait. À la base, c'est juste un dessin humoristique, où il y a juste des hommes préhistoriques comme ça. Et c'est comme ça que le est ensuite rentré chez les scientifiques. C'est sympa comme histoire, non? Mais comme toujours, on va devoir d'abord définir ce dont on va parler, puisque quand on parle de stégosaures, ça peut très bien faire référence à l'infraordre Stegosauria, comme ça peut faire référence à la famille des stégosauridés, en l'occurrence comme aujourd'hui, voire au genre Stegosaurus. Donc voilà, il faut mettre un cadre. Les stégosauridés donc, sont des dinosaures ornithischiens, donc les dinosaures à bassin d'oiseaux, donc comme les ornithopodes, style iguanodon et hadrosaures. Parmi les ornithischiens, on a également les marginocéphales, qui regroupent les pachycéphalosaures et les cératopsiens. Et également parmi les ornithischiens, on retrouve également les thyréophores, donc qui regroupent tout ce qui est ankylosaures, et donc les stégosaures, donc les stégosauria, dont font partie les stégosauridés. Donc ça c'était pour la partie Wikipédia, avec la phylogénie toujours très intéressante. Et la famille des stégosauridés comprend environ une quinzaine de genres valides qui ont vécu à la louche entre 160 et 100 millions d'années. Parce que si on prend en compte les espèces qui ne sont pas forcément valides, les restes fragmentaires qui tiennent plus de la foi religieuse que de la véritable identification scientifique, là, par contre, ça peut aller de 168 millions d'années jusqu'à 66 millions d'années. Grosse fourchette. Et on va s'attarder uniquement sur deux espèces, puisqu'on va retrouver leurs restes sur notre territoire, à savoir donc l'Orycatosaurus priscus et Dacentrurus armatus. C'est en 1899, sur les côtes d'Octeville-sur-Mer, en Seine-Maritime, que des restes de stégosaures partiels sont découverts par Saval et Légnier. Saval va s'occuper de la description du spécimen, mais va quand même le nommer en l'honneur de son co-découvreur, Légnier, ce qui va donner l'espèce Homosaurus légnieri. L'animal change ensuite de nom via Edward Cope, grande figure de la guerre des eaux, paléontologue américain, toi-même tu connais, puisqu'en fait le genre Homosaurus est déjà pris par un phytosaure, donc il va renommer Homosaurus légnieri en Dacentrurus légnieri. Puis l'animal changera à nouveau de nom, puisque Dacentrurus légnieri est aujourd'hui considéré comme une forme juvénile de Dacentrurus armatus. C'est l'espèce valide aujourd'hui. Dacentrurus armatus, qui signifie lézard très pointu armé. Ce qui effectivement colle pas mal à la bestiole, c'est comme si Tyrannosaurus rex s'appelait Magnusaurus inutilem armus, tu vois, gros lézard avec des petits bras qui servent à rien. C'est quasiment le même exemple. Et Dacentrurus armatus vivait donc à la fin du Jurassique, entre le Chiméridgien et le Tithonien, il y a environ 152 millions d'années. On va le retrouver exclusivement dans le nord de la France, puisqu'on retrouve ses restes, à l'heure actuelle en tout cas, uniquement en Seine-Maritime et dans le Pas-de-Calais. Et on aurait peut-être un proche cousin de Dacentrurus, cette fois-ci un peu plus jeune, puisqu'on va retrouver ses restes dans le Berriasien, c'est-à-dire dans les niveaux du Crétacé inférieur, en Charente et en Charente-Maritime, dont les fameux restes de stégosaures en Jacques-Charente. Et les fameuses empreintes de stégosaures qui vont avec, qui ont été identifiées comme Deltapodus, puisqu'on donne un nom différent aux empreintes et aux restes osseux fossiles. Parataxonomie. Et plus ancien encore que tout ça, on a, il y a 165 millions d'années, au milieu du Jurassique, l'Orycatosaurus priscus, anciennement connu sous le nom de l'Exovirosaurus durobriviensis, qui lui vivait plutôt sur l'île, l'ancienne île du massif armoricain, puisqu'on va retrouver ses restes dans la Sarthe et dans le Calvados. Parce qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, le niveau des eaux était un peu plus haut, et le massif armoricain, qui aujourd'hui n'est pas vraiment un massif, c'est vraiment une pénéplaine, c'est
l'ancienne racine crustale du massif hercynien. Donc le massif armoricain, lui, à l'époque, formait une petite île, hein, comme les autres îles de France. La France, à l'époque, c'était vraiment une archipel, et donc on avait des grosses îles comme ça, où les dinosaures pouvaient vivre et passer parfois d'une île à l'autre en fonction du niveau des mers qui varient. Ça se fait pas en 2 jours, hein, c'est plusieurs millions d'années, mais du coup les animaux pouvaient quand même passer d'une île à l'autre de cette façon. Et l'un des caractères les plus facilement identifiables, hein, de l'espèce Loricatosaurus priscus, c'est la forme des centra des vertèbres, donc du corps des vertèbres, qui va avoir une forme de V en vue latérale. Si on regarde la vertèbre sur le côté, en fait, ça formait un V sur le corps de la vertèbre, sur le centrum. Et au pluriel, ça fait des centra. Et donc la France peut se targuer d'avoir les plus anciennes formes de stégosaures, puisqu'on a Loricatosaurus qui vivait il y a 165 millions d'années, mais on peut aussi avoir les espèces les plus récentes, puisque le cousin du Dacentrurus, celui dans Jacques, donc, vivait au Berriasien il y a seulement 140 millions d'années seulement. Donc tous ces animaux sont des phytophages, ils se nourrissent de petites plantes au sol, hein, type mousse, fougères, les prêles, etc. Pas d'herbe parce que l'herbe n'existe pas encore, hein. Tout ce qui est graminé donc n'existe pas à l'époque, ça viendra bien plus tard après le dernier stégosaure. Idem pour les plantes à fleurs, les angiospermes pour les intimes, puisque les angiospermes, eux, vont arriver vraiment à la fin du Crétacé, donc ils ne verront pas tout ça. Et puis ils ne peuvent pas atteindre non plus les fougères arborescentes ou les conifères, puisque Loricatosaurus et Dacentrurus sont des animaux assez petits, même pour leur famille, puisqu'ils ne font pas plus de 3 mètres de haut pour 6 mètres de long, alors qu'on a par exemple le stégosaure américain, lui qui peut facilement atteindre les 4 mètres de haut pour 9 mètres de long. Et pendant qu'on parle du stégosaure, j'en profite pour enterrer définitivement une idée reçue selon laquelle cet animal aurait un second cerveau logé au niveau donc du bassin, qui permettrait de gérer la queue, parce que c'est vrai que le stégosaure, proportionnellement à sa taille, a un cerveau qui est relativement petit, hein, donc on voit la taille d'un stégosaure. La taille du cerveau d'un stégosaure, ça doit faire un truc gros comme ça, c'est une noix, hein, grosso modo. Et donc quand Marsh va découvrir les premiers restes de stégosaures, il va observer une certaine cavité au niveau du bassin. Il va donc imaginer qu'il s'agit d'une boîte crânienne secondaire qui permet justement de gérer la queue. Donc cependant, il y a une étude qui est beaucoup plus récente, qui date des années 90, qui expliquerait que cette cavité donc sera en fait une réserve de glycogène, hein, une cavité qu'on peut observer d'ailleurs chez les sauropodes, et réserve de glycogène qu'on peut également observer chez les oiseaux actuels. Donc c'est quelque chose d'un peu plus crédible. Et petite parenthèse biochimie, donc le glycogène, c'est une chaîne de molécules de glucose qui est produite par le métabolisme lors de l'alimentation, donc la glycogénogénèse, et qui va être utilisée par le métabolisme quand il en manque de glucose, et c'est la glycogénolyse, comme ça il peut récupérer du sucre par la suite. Donc c'est peut-être une espèce de poche de réserve, comme on peut avoir des poches de réserve sur les dromadaires, chez les chameaux camélidés, voilà, en général. Et donc là il s'agirait en fait d'une réserve pour les sauropodes, une réserve pour les stégosaures quand ils commencent à manquer un petit peu de sucre. Leur dentition, par la magie de la sélection naturelle, est également prévue pour découper les plantes, et donc le broyage et la digestion se fait grâce aux gastrolithes, les petites pierres que les animaux avalent, et par le couple jabot-gésier, plus bas donc dans le système digestif. Les dents des stégosaures sont généralement basées sur un espèce de modèle général, hein, donc avec à la base un petit bourrelet qu'on appelle le cingulum, et quant à la couronne, elle est formée de denticules marginaux qui vont former sur l'apex des denticules apicaux. Et il est possible aussi que le denticule marginal central soit parfois un peu plus développé en fonction des espèces. Ce type de modèle de dents se retrouve chez d'autres clades, hein. On peut le retrouver également chez les ankylosaures, ce qui est assez logique puisqu'ils sont phylogénétiquement proches, mais on peut le retrouver également chez des clades un peu plus éloignés, par exemple chez les iguanodons rhinodontidés par exemple, mais également chez les pachycéphalosaures. Mais là par contre ça s'explique plutôt par un système de convergence évolutive, c'est-à-dire que la nature, quand elle est confrontée aux mêmes contraintes, elle va adopter les mêmes solutions. Mais ça n'a rien à voir avec une histoire de phylogénie cette fois-ci. Mais ce qui caractérise les stégosaures, c'est donc pas du tout ni son alimentation, ni sa dentition, ni même sa taille, hein. On a vu que c'est quelque chose d'assez commun.
Non, sa caractéristique principale, on en a parlé dès le début, ça va être les fameuses plaques dorsales qui se trouvent sur le dos de l'animal et qui les rendent vraiment reconnaissables au premier coup d'œil, même si on n'est pas du tout spécialiste des dinosaures ou des... voilà. C'est quand même assez facile de reconnaître un stégosaure quand il a des grandes plaques là sur le dos, effectivement. Et donc Marsh, hein, le paléontologue, quand il va découvrir les premiers restes de stégosaures, lui il va imaginer que ces plaques recouvrent totalement l'animal, comme une espèce d'ankylosaure finalement, voire peut-être d'un tatou, hein, pour citer des espèces qui n'ont pas disparu. C'est peut-être ça qui l'a inspiré aussi. Mais la découverte de spécimens mieux préservés, plus complets, vont permettre de balayer assez rapidement cette hypothèse, puisque ça va se faire même du vivant de Marsh. Et donc on va imaginer maintenant le stégosaure un peu plus semblable à l'image qu'on se fait à l'heure actuelle, avec une tête un peu plus basse quand même, avec une queue qui traîne toujours au sol, et avec des plaques par contre, qui fonctionne par paire. Ce modèle a également un peu évolué, on imagine une colonne vertébrale un peu plus droite maintenant, puisque sur les empreintes qu'on retrouve au sol, il n'y a pas de queue qui traîne par terre, donc on imagine qu'on a une colonne vertébrale assez droite. Et pour les plaques, en fait, au lieu d'être par paire, elles se décalent légèrement. Il y a un léger décalage, les plaques sont pas en face l'une de l'autre. Donc au niveau de la représentation de ces animaux, elles risquent de plus trop bouger. Dans ce qui donne du fil à retordre par contre aux paléontologues à l'heure actuelle, c'est plutôt la fonction de ces plaques, parce qu'on imagine quand même que des ornementations de cette taille, aussi imposantes, avaient forcément une fonction, elles devaient bien servir à quelque chose. Et là, justement, le problème, c'est que les hypothèses ne manquent pas. Hein. On va imaginer des panneaux solaires avec des plaques bien vascularisées qui vont permettre à l'animal de se réchauffer. Ça pourrait tout aussi bien servir à impressionner un éventuel partenaire sexuel ou un prédateur, tout simplement, en faisant gonfler les veines des plaques, ça ferait quelque chose de très rouge. Et si impressionner le prédateur en question ne suffisait pas, on imagine que les plaques devaient peut-être gêner l'animal. Enfin, pour les plus grands carnivores, en tout cas, ça devait peut-être gêner pour attraper le stégosaure. Et la forme des plaques aurait pu également permettre aux animaux de faire la différence entre les mâles et les femelles, puisque les femelles auraient eu une forme différente des plaques des mâles. C'est ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel. Ou encore, puisque ces hypothèses ne s'excluent pas les unes les autres, on peut imaginer que toutes ces théories soient valides aussi. Donc du coup, pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Avant de terminer, je vous invite à aller voir Sous nos pieds, pas littéralement, hein, donc la chaîne YouTube, Sous nos pieds, une grande chaîne en devenir, puisqu'elle compte seulement à l'heure actuelle 3 vidéos pour une centaine d'abonnés, mais ça risque de monter assez rapidement au vu du travail accompli quand même. On est sur du gros niveau de travail quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu évidemment. Comme toujours, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche. Ça par contre, je le dis jamais, mais c'est vachement utile. Ça permet d'être notifié quand il y a une vidéo qui sort. Et moi, ça me permet de ne pas faire des vidéos dans le vide. Donc vous pouvez liker et partager, ça permet aussi le bon référencement de la vidéo. Si vous désirez aider la chaîne à se développer, il y a toujours Tipeee et Utip, et j'en remercie aussi ceux qui regardent des vidéos sur Utip, parce que je vois qu'il y en a qui le font. Et mon compte en banque aussi, le voir, hein, parce que tout ça, enfin là c'est des cadeaux, hein, ça marche pas, mais tout ce qui est lumière, la caméra, tout ça, évidemment, ça a un prix. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!